Salut, moi c'est Gabi. J'ai tout plaqué et j'ai décidé d'aller sillonner les routes de la planète Antungo sans penser au lendemain. Je ne suis pas seul dans cette aventure, mon meilleur ami Insane m'accompagne. Je suis à la recherche de réponses au fond de moi et je préfère les trouver face à la nature où le vent me portera. Je vis, je vogue au gré de mes envies. On est pas pieds sur le sable nous? On pas Poumoukalé? Pas bien? Je pensais que ça allait être glissant, c'est pas du tout glissant.
Salut petits potes. Il y a eu un très gros changement dans le voyage. Tungo in the World, c'est terminé, je rentre en France. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce voyage. Au départ, pour ceux qui ne savaient pas, parce que j'en ai pas trop parlé, mon voyage c'était du coup pour ma mère, pour voir la même Méditerranée. Mais à faire tout ce chemin-là, moi ma finalité c'était d'arriver en Iran. Parce que en Iran, je suis très fan de tout ce qui est persique. Et donc je comptais faire l'Iran, partir sur l'Arménie et sur la Géorgie après. Mon voyage s'est détourné un petit peu, c'est-à-dire que je voulais faire l'Iran, quitte à être dans la péninsule arabique, partir sur l'Irak et aller jusqu'à Petra en Jordanie. Je me suis dit que c'était un bon petit chemin, ça se faisait en voiture, il n'y avait pas trop de soucis. En Turquie, j'ai rencontré beaucoup de gens, un groupe de 5 camions de voyageurs, dont Max seul et tout le reste, c'était des couples. C'était vraiment cool, ces moments-là partagés avec eux. Ça me changeait de ma routine habituelle où j'étais toujours tout seul et à chercher des spots vraiment perdus dans la nature. Et là, on était plus en groupe. C'est vrai que sur des parkings, sur des spots peut-être un peu moins jolis que ce que je faisais. Mais c'est pareil, ça me changeait un peu de ma routine. Et puis, j'étais pas tout le temps avec eux, ou parfois on était qu'avec Max. À deux, moi j'ai passé des nuits seul aussi. Enfin, on se retrouvait après. Et pendant ce voyage-là, moi j'avais rencontré d'autres gens aussi avant qui m'avaient donné une carte de l'Iran, qui était de l'Irak, décidément, de la Turquie, qui était ultra détaillée. En fait, c'est un grand voyageur qui s'est retrouvé pendant le Covid bloqué pendant 1 an en Turquie. Et donc du coup, il a poncé la Turquie complètement, quoi. Et c'était une carte qui était oufissime. Elle était ultra détaillée, autant en endroit pour dormir qu'en activité, en source chaude, en rivière. Enfin, c'était ouf. Et il n'a pas fait que la Turquie, il a fait tout les Balkans, l'Iran, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Oman, tout ça. Donc, il a beaucoup de comptes WhatsApp français, Turquie, Iran, parce que c'est un grand voyageur et du coup, c'est du partage gratuit. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment du partage gratuit, c'est pour aider les voyageurs, les autres voyageurs. Donc, j'ai envoyé un message par WhatsApp pour me demander de me mettre dans le groupe Iran parce que le groupe Iran était vraiment fermé. On ne pouvait pas rentrer tout seul en cliquant sur le lien. Donc, il m'a rentré dans le groupe et j'ai commencé à tchatcher avec lui en direct. Et vu les attentats qui se passaient en Iran, moi j'avais changé mon voyage. C'est-à-dire que quand je l'avais changé, je devais faire Iran, Irak, Jordanie. Et au pire ressortir par l'Irak vers la Turquie pour partir vers l'Arménie et la Géorgie. Sauf qu'il m'a appris que de l'Irak, de la Turquie à l'Irak, on ne peut pas rentrer. On peut en sortir, mais on ne peut pas rentrer. Ça a compliqué les choses. Dans le sens où je voulais pas trop aller dans l'attentat, mais je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, des fichiers S et autres, en France, il y en a. C'est pas trop le souci. On part pas de notre pays parce qu'il y a des attentats et des fichiers S. Ça arrive qu'à un endroit, oui, ça a été extrêmement meurtrier, mais ça arrive qu'une fois. Je parle avec lui et c'est là qu'il me dit, bon, t'as pas tout compris, t'as saisi sur ça. Est-ce que ton voyage, t'as tout compris? Qu'est-ce que t'as fait pour avancer dans ton voyage par rapport au visa? J'ai dit, écoute, j'ai envoyé mes visas par rapport au site e-visa de l'Iran. Il m'a dit stop net, déjà ça part mal, ça répondra jamais, il faut que tu passes par telle agence. Donc ça coûtait le visa 90 € plus 40 ou 50, je sais plus, je crois que ça coûtait 140 $, quelque chose comme ça. Et il m'a parlé d'un CPD. Ça, j'étais à l'ouest complet, je savais pas du tout. Et en fait le CPD, c'est le carnet de passage en douane. Et en fait c'est un carnet de passage pour passer nos véhicules, pour se dire que tous les véhicules de l'Europe n'arrivent pas dans des pays pauvres qui ne peuvent pas acheter des véhicules neufs et que ça ne devienne pas les décharges de véhicules européens finissent dans ces pays-là et qu'il y ait des gens qui fassent du business et qu'il n'y ait que des véhicules épaves qui se retrouvent dans ces pays-là. Donc ça paraît assez normal, c'est comme un passeport pour nous, mais c'est pour la voiture. Il y a un tampon à l'entrée, un tampon à la sortie.
Sachant que si on oublie de tamponner la sortie, on ne récupère pas sa caution. Parce que la caution du véhicule, c'est le prix du véhicule à l'Argus. Et selon les pays, moi l'Iran, c'est 150%. Et le plus gros pays, je crois, c'est l'Égypte qui demande 250% de plus de la valeur du véhicule. Donc du coup, moi je crois que ça faisait... j'avais réussi avec... parce que c'est le club automobile français qui s'occupe de ce carnet-là. Et moi j'avais réussi à tomber la Twingo à 1000 euros, enfin le plus bas. Donc du coup j'avais une caution de 3500 euros à déposer, qui est encaissable directement. Et je recevais mon papier, sachant qu'en plus il faut payer 55 euros d'adhésion à l'association automobile, plus 250 euros pour la fabrication de ce carnet-là, plus l'envoi DHL qui allait moi être envoyé à la ville de Vannes. Et en grosso modo, ça mettait 3 semaines à 4 semaines à arriver, ce qui coïncidait avec mon rentrée 1er février, première semaine de février. Donc tout allait bien jusqu'à là, ça se passait bien, j'avais pas de soucis. Or que d'un seul coup, j'ai percuté qu'il fallait le permis international pour entrer en Iran. Alors ça, je m'étais pris bien à l'avance avant de partir, sachant qu'il faut 3 mois pour fabriquer le permis international. Et moi, ça faisait déjà 4 mois que j'avais envoyé ma demande pour le permis international. J'ai appelé mon père en lui disant « Est-ce que tu as reçu le permis international ?» J'y avais déjà posé la question. Parce que moi, dans mon état d'esprit, c'était juste avant d'arriver en Iran, pareil, à Vannes, la même ville, comme le DHL, me faire envoyer ce permis international. J'avais déjà anticipé ça, sachant que je ne savais pas pour le CPD et autres. Donc j'avais fait des erreurs, mais celle-là, je ne l'avais pas faite. Donc tout s'alignait jusqu'au permis international. Et ce fameux permis international, du coup, je suis allé me connecter à une borne Wi-Fi, parce qu'en Turquie, je ne peux pas appeler sur des téléphones français, donc je suis allé me connecter à une borne Wi-Fi pour pouvoir avoir de l'appel Wi-Fi. J'appelle à NTS, je fais des pieds et des mains pour avoir quelqu'un à NTS. La personne me dit « Monsieur Béliard, vous avez rempli tous les papiers, vous nous avez envoyé tous les papiers, tout est ok. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus 3 mois de délai de fabrication, on a 6 mois de délai. » Et là, il y a tout qui a commencé à s'écrouler dans ma tête parce que mon voyage, il partait mal. Donc du coup, ça faisait qu'il m'a dit que je l'avais en France. Donc du coup, je le faisais envoyer chez mon père. L'adresse a été partie chez mon père. Fin février, mi-mars, grosso modo. Sachant qu'il faut presque 1 mois d'envoi pour revenir là où je suis. Donc du coup, ça me donnait grosso modo début avril, mi-avril, pour pouvoir rentrer en Iran. Alors que je devais y rentrer en février. Or, il faut savoir que le 1er juin, je dois être en Grèce, à Athènes. Donc ça me chamboulait tout, je pouvais ni aller en Iran et faire ces choses-là. Ça m'a bloqué complètement dans mon voyage, ça m'a effondré. J'avais 3 solutions dans ma tête, c'était rentrer en France et travailler. Ça là de solution, j'étais parti dans mon voyage et il n'était pas possible que je le fasse. Rentrer en France, aller en Espagne, au Portugal, au Maroc, Algérie, Tunisie, prendre un bateau à Tunis pour l'Italie et aller jusqu'en Grèce. Or, de la façon dont je voyage, l'Algérie et la Tunisie, c'est pas ultra safe. Alors que, contrairement à l'Iran et l'Irak, c'est des pays qui ont été énormément persécutés et c'est la politique qui est compliquée et pas le peuple. Donc tout ce qu'on m'en a dit du bien de tous les voyageurs et tout, on m'a dit mais même toi dans ta tente de toit, tu dormiras jamais dans ta tente de toit, tu seras toujours hébergé chez l'habitant. Donc du coup cette solution là, la deuxième, elle me paraissait un peu compliquée dans le sens où j'avais pas forcément envie de me créer des problèmes. La troisième solution c'était de rester en Turquie pendant 3 mois. Valdinguer en Turquie et attendre le printemps pour aller en Arménie et Géorgie. Parce qu'à savoir que dans ces pays-là, il fait entre moins 5 et moins 20 degrés selon les endroits là l'hiver. Les Balkans c'est pareil. Ceux qui me suivent sur les stories et autres, là ils voient qu'aujourd'hui même où je tourne la photo, je suis en Serbie là. Et il fait moins 11, donc je suis dans un appartement.
parce que c'est pas une question de pas dormir dans la tente, parce que je dors dans la tente sur le chemin. C'est juste que c'est des pays où en fait, même l'après-midi, dans la journée, on est à -2, -3. Et en fait, je veux bien ne pas me laver une nuit, mais je ne veux pas me pas laver 2 nuits. Donc je suis obligé de prendre des apparts parce que déjà l'eau gèle rapidement dans la douche. Et de plus, il fait trop froid, quoi. C'est pas acceptable de pouvoir se doucher entre -7 et -11. C'est bon pour être malade, d'avoir des problèmes. Donc du coup, je loue des appartements. Alors ça va, j'ai un appartement immense, il me coûte 30 € la nuit, c'est pas le bout du monde. Et en fait, pourquoi je suis en Serbie? Parce qu'en fait, j'ai eu la solution D. Et la solution D, c'est tu rentres à la maison, tu prends un billet d'avion et tu vas en Indonésie rejoindre ton pote, ton meilleur ami, que ça fait 5 ans que t'as pas vu. Et donc, je pars à Longpok, Bali. Et je vais passer 2 mois là-bas. Mais non, mais pour revenir à la Turquie, le problème qu'il y avait aussi, dans les 90 jours, c'est que tu peux rester en Turquie 90 jours sur 180 jours. Donc ce qui veut dire que si je restais 90 jours en Turquie, j'étais obligé de rester soit 4 mois en Arménie, Géorgie, et après, ou alors rester 2 mois et prendre un bateau qui traversait toute la mer Noire entre la Géorgie et la Bulgarie. Mais ça coûte 750 $ pour la cabine, pour le chien, pour la voiture. C'est extrêmement cher pour 3 jours. J'avais pas forcément envie de faire ça. Donc voilà, je vais rentrer. L'avantage, c'est qu'entre la France, avant d'aller là-bas, et en revenant, je vais pouvoir voir ma chérie. Ça, c'est cool. Et on va kiffer au soleil, quoi. Mais en fait, finalement, c'est qu'une pause. Parce que quand je reviens de Longpok, je repars. Comme j'ai dit, j'ai rendez-vous le 1er juin en Grèce. Donc je vais faire la Grèce. Et après, je vais me taper tous les Balkans. Donc c'est pas tant fini que ça. Vous allez voir du drone en Indonésie. Et vous allez voir du drone dans tous les Balkans. Donc voilà. Donc en gros, les copains, je me barre en Indonésie pendant 60 jours. Sous les cocos, sous les cocos, sous les cocos, sous les cocotiers. Yeah!